Donc effectivement, on se retrouve pour une session qui va être dédiée cette fois à la gestion de contenu et à l'intelligence artificielle. Guillaume, tu es donc directeur technique Europe du Sud chez Box et je vais tout de suite projeter une petite présentation pour que tu nous en dises un peu plus au sujet de l'entreprise, de tes activités et de la façon dont vous intervenez auprès des organisations. Tu as la main pour changer les slides si tu le souhaites. Très bien. Merci Fabien, merci de nous avoir invités. Bonjour à tous. Donc je suis Guillaume Brault, je suis directeur technique chez Box. Alors, je ne vais pas trop parler de Box, on va plutôt se positionner ici plutôt en approche consultant, thématique autour de l'intelligence artificielle. Je pense qu'on a tous ce mot-clé à la bouche par les temps qui courent et on en entend beaucoup parler dans la presse. Donc le but de cette session, et notamment avec Hugo qui va nous rejoindre, c'est d'essayer de vous donner un petit peu cette vision de potentielles applications, de mécanismes de Generative AI autour de la gestion de contenu. Et si tu passes peut-être à la... Ah non, je peux passer les slides, c'est magique. Les deux sont faisables. C'est merveilleux. Juste reposer un petit peu le décor pour qu'on soit tous alignés un petit peu sur la thématique qu'on va couvrir ce matin au cours des 35 minutes qui nous restent. Si déjà on regarde un petit peu aujourd'hui la façon dont sont structurées les données qui font la propriété intellectuelle des entreprises. On peut la diviser en deux grandes catégories qu'on nomme assez souvent la donnée structurée et la donnée non structurée. La donnée structurée, c'est globalement ce qu'on va retrouver dans vos bases de données, c'est ce qu'on va retrouver dans des outils métiers spécifiques pour certaines lignes de métier. Ça peut être un outil de CRM, ça peut être une solution de RP. Et on a finalement l'autre partie qui est un petit peu l'arbre qui cache la forêt, qui concerne l'ensemble des données non structurées qui vont être le cœur de la conversation aujourd'hui et qui, in fine, représente, je dirais, la plus grande majorité ou la vaste majorité des contenus qui font la propriété intellectuelle des entreprises. Et ces contenus ont des particularités intrinsèques, leur très forte volatilité. Ce sont des contenus principalement documentaires qui peuvent le matin être sur un serveur de fichiers, l'après-midi dans une solution de GED et le soir en pièce jointe dans un email. Donc leur très forte volatilité va nécessiter des mécanismes de gouvernance particuliers et on va voir que l'IA va pouvoir nous accompagner pour mieux piloter cette donnée. Et il y a une deuxième caractéristique et non des moindres et autour duquel également la GenAI va pouvoir nous aider, qui est l'extrême diversité des typologies de contenu qu'on va retrouver. Une donnée non structurée, ça peut être un contrat de travail, je dirais, d'un nouveau collaborateur, ça peut être une note de service, ça peut être le menu de la cantine, ça peut être une étude X ou Y ou Z. Et donc, effectivement, c'est assez complexe aujourd'hui d'aller extraire la substantifique moelle de ces informations, de par notamment leur extrême diversité. Et la GenAI va pouvoir nous aider. Donc, si je repositionne aujourd'hui la valeur de l'intelligence artificielle générative autour des données, finalement, les données structurées, ça fait assez longtemps qu'on est capable de les exploiter. L'IA ne va pas forcément être une révolution sur ces données-là parce qu'elles ont déjà cette forme qui va permettre très facilement de venir en extraire la substantifique moelle. Mais la vraie valeur de l'IA, c'est ce dont on va parler et à mon sens, c'est son terrain de jeu prioritaire, c'est autour de la donnée non structurée pour vous permettre d'aller, comprendre, analyser, consolider l'information en utilisant notamment des mécanismes de langage naturel que nous apporte le GenAI. Donc, Hugo et moi-même allons plutôt nous concentrer sur cette partie de droite ce matin. Et je pense que voilà, vous êtes tous ici dans cet échange plutôt intéressés par cette partie de droite. Mais c'est important d'avoir cette discussion sémantique au début, sachant que voilà, l'IA va pouvoir interagir avec plusieurs typologies de données, mais la partie non structurée est clé. Et ne pas oublier non plus qu'aujourd'hui, au-delà de la multiplicité des typologies de contenu qu'on va devoir traiter, stocker, consolider, analyser, produire, eh bien, on va aussi se retrouver face à énormément de silos d'informations. C'est-à-dire que ces données-là, elles peuvent être, comme je précisais précédemment, dans de multiples sources de données. La GED, aujourd'hui, on le sait, n'est pas le seul consolidateur de données. La bureautique apporte aussi ses outils autour du stockage documentaire personnel, etc. Et donc, la GenAI va aussi nous permettre d'essayer d'agréger ces informations qui sont aujourd'hui
je dirais, répartis dans de nombreux silos de données pour essayer d'avoir accès, je dirais, beaucoup plus facilement et de façon beaucoup plus fluide qu'aujourd'hui à une information spécifique, même si, je dirais, la donnée utile à la composition de cette information est répartie dans de multiples silos d'informations. Donc voilà, c'est un peu comment aujourd'hui ces données non structurées sont consolidées, stockées et accédées. Et on va voir ce que la GenAI va pouvoir apporter pour permettre beaucoup plus de fluidité lorsqu'il s'agit d'interagir avec ces données. Voilà, j'ai peut-être, Fabien, un petit peu trop introduit le sujet, mais au moins ça nous permet d'être alignés sur, je dirais, la thématique qu'on va couvrir ce matin. Mais pas du tout, c'est très bien et surtout ça a laissé le temps à Hugo de se connecter. Bonjour Bonjour Hugo. Fabien, bonjour Guillaume, merci. Et Hugo, je rappelle que tu es consultant chez Cerda Conseil et expert en intelligence artificielle. Je représente pas Cerda puisqu'effectivement on a déjà passé un peu de temps avec Pierre et Caroline précédemment. Je vais vous proposer effectivement aux personnes du public de répondre à quelques sondages, voilà, qui viendront enrichir un peu les échanges entre Guillaume et Hugo. Et pendant que nos participants répondent, une première question pour vous, Guillaume et Hugo. Quelles sont un petit peu les récentes avancées en matière d'IA appliquée à la gouvernance de l'information? Quel est l'état des lieux du marché aujourd'hui pour la faire plus courte? Qui veut se lancer en premier? Allez, Hugo, je te cède la parole. J'ai beaucoup trop parlé dans cette introduction. Merci. Non, mais c'était très bien, c'était très clair, effectivement. En plus, c'est un petit peu pour continuer cette introduction, c'est vrai que en parlant d'avancée, ce qui me semble important, c'est aussi en termes de vocabulaire pour la suite des questions et de ce qu'on va voir ensemble, c'est un petit peu de parler, si on parle d'avancée au niveau de la gestion de contenu, c'est également de parler des technologies qui sont utilisées aujourd'hui. Qu'on retrouve un petit peu toujours les mêmes et je pense qu'elles sont importantes à connaître, pour tout le monde. Je pense à, puisqu'on parle de gestion, on a parlé de données non structurées, de documents, donc pour chacun, qu'est-ce qu'il va avoir derrière pour parler d'intelligence artificielle? Bah, tout simplement, sans rentrer trop dans les détails, je vais synthétiser, mais en termes de technologie de vocabulaire, on parle déjà des LLM, les large language models, hein, donc très important, c'est un petit peu ça notre base, la base de travail autour de l'intelligence, artificielle générative, hein, qui, sont finalement des modèles qui vont nous permettre de comprendre et de, générer des textes dans une grande variété de langues. Nous, ce qui va nous intéresser, on va dire, ça va être le français et l'anglais, après tout dépend de notre organisation. Mais je pense que, voilà, c'est important d'avoir cette idée qu'on va apprendre à des modèles, hein, il y a quand même encore de l'humain derrière. On va pré-entraîner des modèles sur des grandes quantités de données. Heu, pour vous dire simplement qu'est-ce que c'est derrière, c'est par exemple ce que vous connaissez sous forme de ChatGPT, par exemple. Voilà, c'est un LLM immense avec un grand nombre de data qui a été pré-entraîné. Donc ça, pour les gens qui gèrent de la gestion de contenu, je pense à des GED ou à des ECM, eh bien, quand ils vont vouloir faire de la recherche ou générer des textes, puisqu'on parlait d'avancées, c'est surtout ces fonctionnalités-là qu'on rencontre. Bien, le problème, c'est qu'on a, justement ces outils, vous connaissez ChatGPT ou ses concurrents, qui vont pas être assez précis, qui vont être trop généralistes pour certains de vos métiers, pour certains de vos contextes. Donc en termes d'avancée, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a 2 technologies qui existent pour justement se mettre un petit peu en mode projet et réfléchir autour de sa GED et de son ECM, comment récupérer de l'information. Donc le premier, c'est les modèles RAG, hein, on traduit par la génération augmentée, de récupération. Hem Donc, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des modèles qui vont vous permettre d'enrichir les capacités, de génération de réponses, hein. Vous allez poser des questions, dans votre GED, on va générer des réponses et quelles réponses on va aller chercher? Où on va chercher les informations? Bah, tout simplement dans ces différents sources d'informations. On parlait de silos tout à l'heure. Eh bien, ce système RAG va être une technologie qui va vous permettre de récupérer de l'information. C'est un petit peu plus compliqué, mais on synthétise et comme ça, c'est clair pour tout le monde. Et qu'on va pouvoir récupérer de l'information voilà, dans différents silos, la centraliser et pouvoir générer des réponses qui sont plus pertinentes, non plus de manière globale, mais vraiment pour votre entité, pour votre organisme. Donc ça, c'est un premier système qui s'appelle RAG. Le deuxième, c'est le fine tuning. Donc là, le fine tuning, c'est aussi un autre moyen justement d'adapter sa GED ou son ECM à son contexte de travail. Et donc là, c'est pareil, c'est une avancée qui est intéressante. Puisque tout simplement, là, la différence, c'est qu'on va plus se connecter à des sources documentaires,
différentes externes, mais on va venir réentraîner ce fameux LLM que je vous ai présenté en premier, qui est donc entraîné sur énormément de données. Qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter les données de notre entreprise, hein, on parlait de données structurées, non structurées, on va venir l'entraîner, le reparamétrer afin de lui poser des questions qui seront peut-être précises avec un vocabulaire qui nous est propre de notre organisme et permettre d'avoir des réponses qui sont plus pertinentes. Donc voilà, en termes d'avancée au niveau de l'intelligence artificielle générative, il faut absolument connaître, si ça vous intéresse, vous voulez mettre en place des projets d'intelligence artificielle, c'est un minimum à connaître ce type de vocabulaire hem, pour avancer en mode projet. Guillaume, de ton côté, Ouais. quelle observation fais-tu sur le marché? Pour compléter ce que Hugo a dit, il y a peut-être aussi, et toujours dans cette un peu phase d'introduction, parce que c'est des choses assez nouvelles, je dirais toute cette réflexion autour de l'IA doit pas forcément, je dirais, occulter le besoin de standardisation des processus, de standardisation du stockage ou de la gouvernance de l'information. L'IA doit être vue juste comme un outil d'aide à la productivité, mais absolument pas juste comme un mécanisme qui va permettre, je dirais, de, comme par magie, permettre à tous ces silos de données dont vous avez vu l'existence sur le slide précédent, d'un seul coup de devenir intelligent. Donc, il faut un petit peu s'enlever ça de l'esprit. L'adoption d'une stratégie autour de l'AI n'est pas là pour essayer de, je dirais, assurer je dirais, le fonctionnement d'une multiplicité de silos de données. La stratégie quand même principale, c'est unifier l'information pour pouvoir la gouverner et la piloter de façon centralisée. Ça reste toujours le leitmotiv de base lorsqu'on va parler de pilotage et de gestion documentaire. Et l'IA va plutôt être au-dessus pour venir apporter de la valeur aux collaborateurs. Donc, c'est important de faire ce distinguo et ne pas se dire l'IA est la solution à tous mes soucis, c'est la solution qui va me permettre de gérer la multiplicité de mes silos de documents, mon SharePoint, mon OneDrive, ma GED, mon Salesforce, etc. L'IA n'a pas réellement de valeur autour de cela. Elle va permettre surtout d'obtenir un gain de productivité aux collaborateurs. Et tu parlais, Fabien, d'avancer. Aujourd'hui, la particularité du moment dans lequel on est, c'est que c'est plutôt la technologie qui drive les usages. Là où on préférait que ce soit l'inverse, que ce soit les usages qui soient prédominants et que derrière la technologie s'adapte pour pouvoir adresser ces usages clés, dans le temps où on se parle, c'est plutôt l'inverse. Et donc, in fine, ça va plutôt être les éditeurs qui vont être force de proposition sur ces innovations, sur ces évolutions qu'on va pouvoir apporter. Et aujourd'hui, il y a trois grands thèmes sur lesquels l'ensemble des acteurs du marché travaillent. Un, le gain de productivité. C'est les exemples que Hugo a donnés dans la simplicité de recherche en langage naturel d'une information. Et ça reste, je dirais, la thématique que la plupart des gens vont avoir à l'esprit lorsqu'on va parler de GenAI au service de la gestion documentaire. Mais il ne faut pas occulter d'autres thématiques qui sont soit en train d'arriver, soit sont déjà là, notamment autour vraiment de la gouvernance et de la sécurité de l'information. Comment l'AI va me permettre justement, si je vous donne un exemple, d'aller identifier la sensibilité d'un document. Est-ce que ce document est confidentiel? Est-ce que ce document contient des données personnelles de mon entreprise? Et donc derrière, venir appliquer des garde-fous pour venir protéger cette information. Donc là, on n'est pas sur un volet productivité pure, on est sur un volet qui également va adresser d'autres métiers dans l'entreprise et notamment toutes les équipes gouvernance, régulation, etc. Et le troisième thématique où aujourd'hui la technologie commence à émerger et on sent une traction autour des usages, c'est tout ce qui va tourner autour de ce qu'on appelle la DocGen, c'est-à-dire que la génération d'informations ou la génération documentaire qui pourrait justement utiliser des larges modèles de langage pour aller récupérer de l'information dans diverses sources de données pour aller ensuite composer un document. Donc, je pense que vous connaissez tous cette notion d'éditique très traditionnelle, très figée, très carrée que beaucoup utilisent. Aujourd'hui, demain, le but, c'est de vous générer un contrat pour un client en fonction de diverses informations qui pourraient être soit certaines sous forme structurée, d'autres sous forme non structurée. Et l'IA et la GenAI permettraient d'aller, je dirais, récupérer les informations clés dans les différentes sources de données qui existent dans l'entreprise. Merci à tous les deux. Et les organisations, elles en sont où du coup dans l'adoption de l'IA? Ce matin, Caroline partageait un chiffre, il me semble que c'était 6% des organisations ont déjà mis en place une GED boostée à l'IA.
On a perdu Fabien. Le sujet est tellement transformationnel que même la technologie ne veut plus. Hugo, tu veux prendre le point sur le volet vraiment les usages, même si j'ai brossé, je dirais, quelques thématiques aujourd'hui où on sent un frémissement, mais tu as peut-être quelques éléments plus concrets. Après, c'était aussi en termes de, c'est vrai que tu as parlé de les 3 grands thèmes, tu as tout à fait raison. Après, c'est aussi en termes de freins et de bénéfices. Il y a des questions à se poser sur cette thématique-là. Après, en termes d'usage, on va peut-être en reparler. Il y a tout ce qui est le cycle de vie du document. Où est-ce que on va pouvoir, dans la gestion de contenu, venir ajouter des fonctionnalités qui ont un véritable intérêt. Donc ça, on aura peut-être le temps d'en parler, mais ce qui m'intéresse, c'est également la partie de freins et de bénéfices dans ce type de projet. Vraiment réfléchir à qu'est-ce qui va être, quel est l'objectif derrière. Guillaume, tu l'as très bien expliqué. Voilà, est-ce qu'on est sur un gain de productivité, pardon, on est sur de la génération de documents, etc. Il y a énormément d'objectifs qui sont possibles, mais bien de les identifier. Également les freins, il y a 2 points sur les freins. Tu as dit que c'était pas magique. Effectivement, il y a de l'humain derrière. Donc il faut déjà quand même des équipes pour organiser tout ce qui est mise en place et implémentation de l'intelligence artificielle. Il faut des équipes techniques pour s'en occuper. Et également, à l'autre bout de la chaîne, c'est aussi les personnes qui vont utiliser ça de manière fonctionnelle. Il y a quand même une acculturation à prévoir dans son organisation. Et également, au niveau des freins, ça va être les métiers. Voilà, bien leur expliquer qu'est-ce que ça va faire. Je reviens un petit peu sur l'idée de magie, que ça va pas tout régler non plus. Et que effectivement, on aura les mêmes problèmes qu'aujourd'hui quand on installe une GED ou un ECM sans intelligence artificielle. Si on n'accompagne pas les personnes sur l'utilisation, sur les fonctionnalités d'intelligence artificielle, ils ne les utiliseront pas plus. Ou alors, il y aura une énorme déception, parce qu'on leur a peut-être vendu des choses mirobolantes qui auront énormément de fonctionnalités, qui régleront beaucoup de leurs problèmes, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, c'est sur vraiment tout un projet de mise en place de l'intelligence artificielle sur la gestion de contenu. Attention à bien limiter ces objectifs, quels sont les bénéfices qu'on va avoir, par exemple des gains de productivité ou de la génération de documents, mais également les freins qu'on peut avoir au niveau de l'humain à ce niveau-là. Donc, je pense que c'est des points qui sont également importants pour les organisations. Je peux que abonder dans ton sens, Hugo, hein. C'est réellement que chacun ait une bonne compréhension de la valeur de ce type de fonctionnalité ou d'outils et qu'ils aient vraiment conscience de l'apport que ça peut avoir au quotidien pour eux. Aujourd'hui, il y a on entend beaucoup de choses. L'IA va remplacer certains métiers. Enfin, vous connaissez comme moi un petit peu la chanson. On va pas se le cacher, c'est pas le cas aujourd'hui. N'allez pas demander à une solution de Generative AI je sais pas, automatiquement, vous analysez 25 ans d'avenant de contrat d'un client et puis vous illustrez les risques, etc. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je dirais la Gen AI se base exclusivement sa réflexion sur le contenu intrinsèque de vos documents. Donc, il n'y a pas cette notion de projection, je dirais, dans l'avenir. Si vous demandez une information particulière, un LLM ne va pas savoir vous projeter dans quelle est la stratégie de votre entreprise et donc quelle doit être la réponse axée et en lien avec la stratégie de votre boîte. Ça, un outil de LLM n'en sait rien, lui, il connaît juste le contenu de votre contrat. Donc, c'est là où l'humain a toujours bien évidemment valeur parce que c'est lui qui va savoir faire quelque chose avec cette information. Cependant, la valeur de l'IA, c'est simplifier l'accès à la donnée, simplifier l'accès à la connaissance, mais en aucun cas, je dirais, avoir cette capacité de projection et d'analytique de la donnée basée sur, comme je précisais tout à l'heure, une ambition d'une entreprise, une stratégie long terme, etc., etc. Donc, c'est dans ce sens où, moi, quand on me pose la question, est-ce que l'IA va remplacer mon métier? Non, en fait, parce que ton métier, c'est pas juste de lire le document. Ton métier, c'est surtout d'aller l'analyser, le remettre dans un contexte particulier que peut-être l'ensemble des intervenants ne connaissent pas. C'est ça le métier, je dirais, d'un individu qui va devoir analyser un contenu documentaire. L'IA va juste lui éviter de lire 600 pages d'un contrat, mais peut-être lui résumer en quelques lignes et lui donner la substantifique moelle de l'information. Donc, il
faut bien avoir en tête cette dissociation pour éviter justement d'aller soit survendre la technologie, soit éviter de faire peur aux collaborateurs en leur laissant entendre que certains pans de leur activité pourraient être remplacés par ce type de solution. Merci à tous les deux et je m'excuse puisqu'effectivement cette table ronde est maudite. J'ai des problèmes d'internet maintenant. mais je vois que vous avez habilement pris le relais et je vous en remercie. Je m'excuse encore pour la gêne occasionnée. Pour continuer un petit peu notre conversation, sur quelles fonctions ou quelles étapes du cycle de vie documentaire on attend vraiment des apports de la part de l'IA selon vous? Quels sont vraiment les bénéfices probants sur lesquels on peut attendre les technologies d'intelligence artificielle? Je peux ouvrir le bal rapidement. Ouais. En fait, j'aurais tendance à dire, on va attendre de la valeur sur l'ensemble de la chaîne. Et c'est là aussi où je pense qu'il faut peut-être sortir un petit peu de cette vision, mais c'est normal qu'on l'ait aujourd'hui de par l'audience, cette vision très, très GED qui, in fine, n'est qu'une portion du cycle de vie de l'information. À un moment, l'information dans la GED, il faut qu'elle rentre, donc il faut qu'elle existe pas au préalable, et à un moment, il faut potentiellement qu'elle sorte, c'est-à-dire qu'elle soit diffusée, consolidée. Et donc, la Gen AI se doit d'essayer d'apporter de la valeur sur l'ensemble de la chaîne, de l'accompagnement des collaborateurs à la production d'une information. Et ça, on va retrouver des acteurs de la bureautique, par exemple, qui commencent à travailler autour de ces sujets pour aller justement vous générer automatiquement des contenus, ou plutôt vous simplifier la création d'un contenu. Vous avez un rapport en format PowerPoint à fournir à votre client. Amusez-vous avec Copilot de Microsoft et vous verrez que ça marche plutôt bien. Cependant, c'est une technologie qui va n'adresser que le volet production. Ça ne va pas adresser ensuite le volet à la fois stockage et consommation de l'information. Et le troisième volet, et j'ai cité dans ma rapide introduction, c'est comment ensuite je gouverne cette donnée. Et c'est pour ça que je donnais quelques exemples sur comment la Gen AI peut être également un vecteur de sécurisation de l'information, de par le fait de pouvoir extraire la sensibilité de la donnée et appliquer ensuite les garde-fous nécessaires. Donc moi, je vois sa valeur, je dirais, sur l'entièreté de la chaîne, et c'est là où réellement, je dirais, la Gen AI prend sens. Effectivement, beaucoup d'éditeurs vont vous dire, j'ai de l'IA parce que je suis capable de faire de la recherche en langage naturel sur 100 000 documents. Ok, dont acte, mais ça ne couvre, je dirais, qu'une partie du cycle de vie de l'information. Et aujourd'hui, on commence à avoir des technologies émerger pour, je dirais, à la fois apporter de la valeur sur l'avant, à savoir la production de l'information, et sur l'après, à savoir comment, une fois que l'information elle est créée, comment je la gouverne, comment je protège sa diffusion inappropriée, etc., etc. Et toutes ces technologies, elles existent déjà. On le fait déjà chez Box. On gouverne l'ensemble du cycle de vie de la donnée, de la collaboration au stockage, au partage, etc. Et l'IA, va venir apporter soit une simplification de processus, soit de la valeur complémentaire sur chacune de ces étapes du cycle de vie de l'information. Donc, réponse un peu de Normand, à quelle étape l'IA doit-elle intervenir? En fait, à l'ensemble. Et c'est ça qui va apporter le plus de valeur. Et on parlera peut-être après pas forcément des freins, mais aujourd'hui des sujets à avoir à l'esprit. C'est essayer autant que faire se peut d'avoir, dès le départ de cette réflexion IA, je dirais la vision 360. Et non pas une vision pure GED, très éditeur, où, OK, ça y est, j'ai ma stratégie IA, c'est d'activer des fonctions d'IA d'OpenText. Ce n'est pas une stratégie d'IA, c'est l'activation d'une fonctionnalité dans un produit. La stratégie, elle doit couvrir l'ensemble du périmètre. Et après, on connaît les réalités aussi de nos clients et des entreprises où, à un moment, il va falloir plusieurs métiers se mettent autour de la table. Il va falloir que les équipes postes de travail, workspace, se mettent autour de la table parce que eux, ils sont sur la phase amont, c'est eux qui gèrent la bureautique. Il va falloir que les équipes archivage se mettent autour de la table. Il va falloir que les équipes conformité se mettent autour de la table pour assesser à quel point l'IA va aider dans la gouvernance. Donc, ce doit être des projets globaux, je dirais, et non pas juste un projet one-shot unitaire où je coche la nouvelle case IA que mon éditeur vient d'activer dans mon outil de CM, par exemple. Peut-être qu'on peut continuer. Je pense que Guillaume, effectivement, tu as à peu près tout dit. Juste pour ajouter 2-3 informations, c'est vrai qu'il y a tout le cycle de vie du document à prendre en compte. Tu l'as dit, la génération de texte,
Je pensais également on parlait aussi, tu parlais de l'archiviste, ça va le concerner. C'est vrai qu'il y a toute cette partie de classification, peut-être d'élimination également qui est très importante et vraiment, c'est des choses où l'intelligence artificielle peut venir nous aider en termes de fonctionnalité, hein. On a déjà bien sûr cette génération des métadonnées, je pense voilà très concrètement, mais bien sûr l'intelligence artificielle peut nous apporter, une aide à ce niveau-là en termes de temps de recherche, de contexte également, puisqu'on parlait de gouvernance, c'est très important à ce niveau-là. Bien évidemment de la recherche également et enfin tu en as parlé un petit peu plus tôt, mais c'est vrai qu'il y a aussi cette partie conformité avec l'intelligence artificielle où, je pense par exemple à des fonctionnalités, très claires de catégorisation des données sensibles. On va pouvoir catégoriser rapidement ce que c'est qu'une donnée de santé. Alors il va falloir expliquer ce que c'est qu'une donnée sensible à ce niveau-là, mais une fois que c'est fait, on peut expliquer ce que c'est qu'une donnée personnelle, une donnée sensible, une donnée de santé et cetera. Et je pense aussi à ce niveau-là, en termes de RGPD, il y a une fonctionnalité que je trouve intéressant à partager avec vous, c'est aussi celle de masquer certaines informations dans les documents. L'intelligence artificielle a cette, possibilité-là à nous offrir de venir, simplement, voilà, très concrètement, caviarder des parties de documents. Donc des documents qui à l'époque, enfin, aujourd'hui ne sont pas consultables, qui en en cachant certaines informations deviendraient consultables peut-être pour plus de personnes. Voilà. À réadapter pour chaque organisation, mais c'est une possibilité, également à ce niveau-là. Donc là, je parle beaucoup hem, de donner, accès aux documents, mais voilà, ça ouvre de nouvelles possibilités en cette, on va dire à la fin, et tout ce qui est également archivage, et automatisation de l'archivage, à ce niveau-là. Et peut-être pour rajouter un petit point sur justement comment est-ce qu'on peut structurer un projet IA, je dirais le volet que tu citais, Hugo, sur la classification de la donnée, la gouvernance de la donnée, l'analyse de la typologie d'un document, la protection de sa diffusion, je dirais c'est peut-être la méthode la plus simple, je dirais, d'appréhender ce volet IA au service de la donnée non structurée. Pourquoi? Parce que le volet productivité, il va dépendre des métiers, il va dépendre de quelle est vraiment l'ambition de chacun. Tout le monde n'a pas forcément d'ailleurs le besoin d'avoir ces fonctionnalités d'analyse de contenu. Là où, à l'inverse, la gouvernance de l'information, la classification, la protection, ça, c'est quelque chose qui s'applique à l'ensemble des données de l'entreprise. Donc souvent, c'est un bon moyen de mettre le pied dans la porte autour de ces thématiques IA et derrière, ensuite, avoir le temps de la réflexion sur quelle peut être la valeur intrinsèque pour chacun des métiers de mon entreprise. On peut déjà commencer par ce volet régulation conformité. Aujourd'hui, les technologies le permettent et derrière, évoluer vers, je dirais, d'autres cas d'usage. Comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, c'est plus la technologie qui traque les cas d'usage que l'inverse. Donc, on peut démarrer par ce volet gouvernance conformité et ensuite, je dirais, au fur et à mesure de l'acculturation des collaborateurs et des entreprises, eh bien, venir imaginer plutôt adresser un volet productivité parce qu'on aura identifié sur chaque métier quel va être l'impact, tant positif que le risque associé à la Gen AI. Donc, on peut le séquencer de cette façon-là. Merci à tous les deux pour ces éléments. Quelque chose que tu disais, Guillaume, et qui est totalement vrai, c'est qu'effectivement, l'IA, c'est pas juste je clique sur le module proposé par mon éditeur de GED. Et finalement, aujourd'hui, quelles sont les solutions qui existent sur le marché et qui intègrent l'IA et qui en font une vraie plus-value? Je crois que Box, bien entendu, c'était le sujet d'ailleurs d'un événement majeur auquel vous nous avez invité l'année dernière. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Guillaume? Ton micro est coupé. Pardonnez-moi, j'étais en mute. Donc, c'est une parfaite transition, Fabien, avec ce qu'on couvrait précédemment avec Hugo. C'est quel cas d'usage, quel séquencement, je dirais, dans l'adoption de ce type de technologie. Et effectivement, ne pas considérer l'AI comme une fonctionnalité, mais bien comme une stratégie d'entreprise. Donc, quand on parle aujourd'hui de solutions AI sur le marché au service de la gestion documentaire, encore une fois, malheureusement, le marché est tellement segmenté qu'on va retrouver des solutions qui vont spécifiquement adresser le volet productivité pure, Doc Generation, un copilot de Microsoft. On a d'autres solutions qui vont plus se concentrer sur un volet
simplification et fluidité de la recherche d'informations, ça c'est plutôt ce que vont faire les solutions de GED très historiques. Et puis, je prends le volet sécurité, vous avez des éditeurs de sécurité qui commencent également à apporter de l'intelligence artificielle pour pouvoir faire de l'analyse sur l'ensemble des contenus qui sont produits par l'entreprise. Donc, je dirais, la particularité aujourd'hui, c'est qu'il y a assez peu d'acteurs, et là je vais plutôt parler dans ce cas-là pour ma paroisse, qui ont la vision 365, où la même plateforme va adresser le avant la GED, le pendant la GED et le après la GED. Et finalement, le plus complexe, c'est d'adresser le avant et le après. Le pendant, il est plutôt simple parce qu'assez souvent, on est sur des outils très structurés dans leur fonctionnement. Et donc, l'application de l'IA est plutôt simple. Donc, si je dirais, s'il y a une réflexion à avoir sur le choix d'une solution technologique, il faut essayer de s'assurer autant que faire se peut qu'on ne va pas faire un choix en silo qui va finalement me brider ensuite sur des potentialités de nouveaux usages, mais plutôt essayer d'adresser cela en mode plateforme. Est-ce qu'il y a une plateforme aujourd'hui d'intelligence artificielle qui va me permettre d'enrichir l'ensemble du cycle de vie de mon information documentaire, du pendant, du avant et du après. Et c'est pour être transparent, exactement l'approche qu'a choisi Box, c'est de se positionner en tant que plateforme et d'apporter du service sur l'ensemble du cycle en garantissant également l'unicité, si j'ose dire, de la solution AI. Que Hugo a cité cette notion de large modèle de langage initialement, où aujourd'hui, je dirais, les éditeurs ne développent pas leur propre large modèle de langage. Ils vont s'appuyer sur des entreprises dont c'est le métier. OpenAI est un acteur omniprésent, mais des Google, des Microsoft et d'autres commencent à investir le marché. Mais in fine, ce que vous implémentez, vous, dans votre entreprise, c'est pas GPT de OpenAI ou Gemini de Google ou ce type de choses. Ce que vous implémentez, c'est une abstraction qui est fournie par un éditeur qui va utiliser intelligemment ces larges modèles de langage. Et donc, derrière aussi la réflexion, et ça, je suppose que Hugo pourra ajouter à cela, c'est s'assurer qu'on a le modèle et qu'on exploite le modèle le plus approprié à notre métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un GPT est peut-être moins performant qu'un Gemini de chez Google pour l'analyse d'un document multimédia ou d'une facture, là où un GPT sera peut-être plus performant sur d'autres types de données. Donc, quand on peut avoir cette vision plateforme, derrière, l'intérêt, c'est que cette plateforme-là, elle peut interagir avec de multiples larges modèles de langage. Ce qui va permettre, je dirais, en fonction du besoin d'interaction autour de l'intelligence artificielle, d'aller exploiter le modèle qui est le plus approprié en fonction du type d'interaction, que ce soit analyser un document dans un but de sécurité, analyser un document dans un but d'avoir un résumé ou autre. Il y a des modèles qui vont être plus appropriés selon un cas ou l'autre. Et donc, il faut, autant que faire se peut, essayer de s'assurer que la plateforme que vous allez mettre en œuvre, elle a cette capacité d'être agnostique vis-à-vis des modèles qui sont sous-jacents. Et pour terminer, là, ça s'adresse plutôt à des entreprises de taille relativement importante. Ce qu'on constate, moi, ce que je constate pour être sur le marché depuis quelques années maintenant, c'est que beaucoup d'entreprises ont cette ambition de développer leur propre large modèle de langage, adapté à leur métier. Aujourd'hui, je ne vais pas citer de nom d'entreprise, mais un grand acteur du bâtiment, lui, va peut-être vouloir que l'IA l'aide à produire des plans typiques du 5e étage d'un bâtiment, etc. Donc là, sont en train d'être construits des larges modèles de langage sur des applications business spécifiques. Et de la même façon, il va falloir que cette plateforme, elle soit aussi capable d'interagir avec ces modèles potentiellement créés à façon par, je dirais, non pas un éditeur, mais par une entreprise pour couvrir ses besoins propres. Donc, la base de la réflexion doit être de se dire, est-ce que ça me suffit de cocher ma case dans mon outil de GED, ou est-ce que je vais avoir cette vision plus large, plus plateforme AI pour l'entreprise, et là, absolument s'assurer que cette plateforme, elle est agnostique vis-à-vis des larges modèles de langage. Grande réponse pour finalement être résumée en cette dernière phrase, mais je pense que c'est important. Et peut-être que Hugo, parce qu'il y a cette notion de sécurité aussi, peut-être que toi, tu as déjà adressé sécurité, ou plutôt sous l'angle, c'est donc que je te pose la question, mais je pense que tu as la réponse, sous l'angle également conformité aux régulations françaises, par exemple. Peut-être que tous les larges modèles de langage n'ont pas aujourd'hui cette capacité de respecter l'ensemble des régulations.
D'où le fait que votre stratégie, elle doit être agnostique, parce que du jour au lendemain, on peut vous dire non, GPT, c'est fini, Union européenne, on oublie, il faut trouver autre chose. Si votre stratégie AI, elle est exclusivement basée sur un éditeur qui utilise que de l'OpenAI, eh bien, tout tombe à l'eau. Tu as raison de toute manière. Après, au niveau de parler gouvernance de l'information et gestion documentaire, c'est vrai que les différentes solutions qui sont proposées, nous, on le voit aujourd'hui, on a quand même un petit peu deux groupes différents. On va avoir des entités qui sont spécialisées vraiment dans l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est qui sont vraiment qui ne font que ça et qui vont venir implémenter un outil avec un outil qui existe déjà. Et face à elles, on a des sociétés, tu en parlais, donc des sociétés éditrices qui, elles, vont développer elles-mêmes leurs propres outils. Mais à chaque fois, c'est vrai que c'est intéressant. Tu parlais des large language models. À chaque fois, ils nous proposent plusieurs possibilités, dont des possibilités françaises également pour respecter la réglementation. Pense à Mistral AI, par exemple, on est très fiers de le proposer justement au niveau des large language models pour justement proposer un outil avec peut-être un chatbot qui reste français ou en tout cas, on peut dire européen. Et ce que j'ai trouvé également intéressant, Guillaume, tu expliquais qu'il y a des grands groupes. C'est vrai qu'aujourd'hui, en termes d'avancée de projet, en tout cas, on voit que c'est quand même des grands groupes. Alors, tu as cité un groupe du bâtiment. Moi, je pensais à des groupes de l'aéronautique ou de la défense également, qui ont proposé, et pareil, leur large language model, mais qui ont parlé d'humains aussi tout à l'heure, qu'on les équipe pour faire ça, hein, pour venir personnaliser en fait un LLM. Et voilà, plusieurs exemples également. Je parlais de RAG tout à l'heure. Ils utilisent également cette technologie-là dans l'aéronautique ou la défense, puisqu'ils ont ils ont différents outils. Et pour à ce moment-là, on va dire gagner, là c'est plutôt en termes de recherche, gagner du temps pour leurs équipes au niveau de la recherche de la documentation. Tu en as parlé tout au début de centralisation de l'information. C'est totalement ce qu'on voit qu'ils mettent en place aujourd'hui. C'est vraiment centraliser des données et des informations et pouvoir avoir une recherche qui est plus simple. Donc c'est vrai que c'est un des exemples qu'on retrouve énormément aujourd'hui, mais c'est aussi, comme tu dis, des grands groupes qui ont les moyens techniques et humains de mettre en place ce genre d'outils d'intelligence artificielle. En tout cas. Merci Hugo et Guillaume. Alors malheureusement, on pourrait parler de ce sujet pendant encore des heures. D'ailleurs, j'avais prévu d'autres questions, mais il va falloir qu'on continue puisque le timing est un peu serré. Quoi qu'il en soit, j'invite tous nos participants, bien entendu, à envoyer leurs questions dans le chat encore une fois. D'ailleurs, Guillaume, s'il te reste un peu de temps, n'hésite pas à rester pour répondre dans le chat si tu le souhaites. Hugo aussi, bien sûr. Et dans tous les cas, encore une fois, n'hésitez pas à prolonger les échanges sur LinkedIn. Merci à tous les deux, en tout cas, pour votre expertise, vos conseils également. Encore une fois, je suis vraiment désolé parce qu'il y avait beaucoup de sujets à aborder ensemble, mais faute de temps, il y aura peut-être bientôt un événement complètement dédié à l'IA et ce sera l'occasion d'en reparler tous ensemble. Merci à tous les deux. Merci Fabien. Merci Fabien.